Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Jouer au foot ou encore lever une assiette de saucisson ou un cube par la pensée, oui, c'est possible. Et c'est le projet Food Mentalista, un studio fondé en 2017 qui vise à devenir le Siri de la pensée. On a eu le plaisir de recevoir son fondateur, Bastien Didier. On a parlé deep tech, technologie disruptive et application de son modèle à l'industrie du sport. C'est vraiment dans l'idée de vous projeter dans le futur, penser les prochains usages et les prochaines interfaces. On vous souhaite vraiment une très belle écoute. Du coup, bonjour à toi, Bastien. Bienvenue sur le Bonjour podcast Le Jean-Baptiste, Corner. merci. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien en ce jeudi matin. Ouais. Alors, Bastien, pour ceux qui te connaissent pas, t'es le fondateur et le CEO de Mentalista. Et je vais te laisser te présenter et présenter ta boîte dans quelques secondes. Mais que nos auditeurs ne soient pas surpris, aujourd'hui, on va ouvrir un peu nos chakras et on va essayer d'aller voir d'autres technologies qui ne sont pas forcément appliquées dans le sport. Mais on voulait un peu vous parler et trouver ça intéressant d'aller plus loin que seulement l'industrie du sport. Donc vraiment, je suis ravi de t'avoir avec nous. Si tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs, on aime bien commencer comme ça sur ton parcours Bien sûr. personnel et puis peut-être parler rapidement de ce que c'est Mentalista avant qu'on aille vraiment en détail là-dessus. Alors, pour commencer, donc je m'appelle Bastien Didier. J'ai 28 ans aujourd'hui et j'ai fondé une société qui s'appelle Mentalista en 2017. Donc ça commence à faire un peu de temps. Et chez Mentalista, on développe ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machine. Donc faut savoir que moi, à la base, je suis designer, je fais des études de design, de mathématiques, et je me suis intéressé très rapidement à la question de l'interface, de comment l'humain demain va interagir avec le monde qui l'entoure. Et presque évidemment, je me suis dit, pourquoi pas le cerveau ? Et j'ai commencé à m'intéresser à cette question de comment demain on pourra interagir par la pensée avec le monde qui nous entoure, contrôler des objets, mais aussi mieux comprendre ce qui se passe en fin de compte dans notre cerveau. Et c'est un peu la mission qu'on développe avec Mentalista, de mieux comprendre ce cerveau, de franchir la limite de la compréhension qu'on a aujourd'hui de nos neurones et de ce qui se passe dans notre crâne. Et on essaye d'aller le plus loin possible avec des beaux projets. Ok, alors moi j'ai deux choses déjà pour commencer. Déjà, t'as que 28 ans. Tu me dis que ça fait depuis 2017, donc ça veut dire que tu as commencé à 22 ans. Et en plus, tu me parles d'un environnement où tu dois comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Donc, comment t'en arrives à 22 ans à créer ta boîte et par quelle étude tu passes pour faire Alors, l'analyse du cerveau des gens? voilà, je vais vous faire le parcours complet, comme ça les gens pourront toujours avoir toutes les informations. Moi j'ai fait à la base déjà un bac STIR appliqué, donc un bac un peu spécialisé dans le monde de l'art et du design, et je me suis envolé entre guillemets vers Paris dans une école de design qui s'appelle l'école Estienne, où j'ai fait des études de design numérique pour travailler sur les interfaces. Et forcément, quand on parle d'interface, on regarde un peu tout ce qui se fait de nouveau, la réalité virtuelle. On voyait aussi à l'époque des dispositifs pour capter les mains et contrôler des objets grâce à des technologies infrarouges, etc. Et donc on est un peu face à toutes ces nouvelles interfaces, ces nouveaux produits qui sortent, et on est un peu excité par tout ce qu'on voit. Et moi, ce qui m'excitait vraiment le plus, c'était de réaliser un peu ce rêve d'enfant, de pouvoir contrôler les objets par la pensée, de devenir un peu le télékinésiste qui va pouvoir faire voler des objets n'importe comment à sa guise. Et c'est vraiment ça qui m'a fait rêver. Et en fait, quand j'avais 18 ans, je crois que c'était en 2018, non, je sais plus, enfin bref, on s'en fiche, non, c'est bien avant, 2017, j'avais 22 ans déjà, donc c'était 4 ans avant.
Et je repère une campagne de Kickstarter, de crowdfunding sur Internet d'une société américaine qui développe la première carte open source pour monitorer ce qui se passe dans notre cerveau. Je me dis incroyable, ça coûtait $500 à l'époque, donc quand j'avais 18 ans, c'était la totalité de Beaucoup l'argent trop que j'avais cher. pour vivre. Beaucoup Voilà, trop, c'est ça. beaucoup trop cher. Voilà, C'est mais tout à fait. malgré tout, j'y suis allé. J'ai acheté cette carte et je me suis dit, bah faisons des choses. J'ai testé Ouais, d'accord. plein Donc, de. t'as vraiment investi, t'as acheté les $500. Enfin, C'est t'as ça. payé pour pouvoir jouer avec. Voilà. Et j'ai commencé à jouer avec, et puis je fais des projets, voilà, qui buzzent un peu, qui intéressent des gens. Et il y a un jour, il y a un artiste qui vient, qui fait bonjour. Je travaille avec Google en ce moment. On doit développer un projet pour faire léviter un cube par la pensée. J'en avais aucune idée de comment on pourrait faire ça, mais je me suis dit, allez, let's go. Et bah, presque sans aucune compétence, alors pas aucune, mais en tout cas beaucoup d'ignorance et beaucoup de naïveté, je me suis engagé dans un projet absolument démentiel, qui est devenu ce qu'on appelle le projet de lévitation aujourd'hui. Les gens Hmm. pourront retrouver en tapant notre nom, Ouais. et qui est un très très beau projet qu'on a développé avec David Gay sous l'impulsion de Google à la base. Donc ça, Et c'est un c'était le peu, premier projet Mentalista et en gros, c'était un à l'époque, créateur enfin quelqu'un qui bossait directement pour Google, qui est alors venu pas te du voir tout. en disant, j'ai ce projet, j'ai ce business needs côté Google, est-ce que tu peux m'aider à le réaliser? Alors, pas tout à fait. C'était un artiste indépendant qui montait une série de conférences en partenariat avec Google sur la technologie, etc. C'est un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Gaze. Et, euh, et il avait ce projet de monter un dispositif de lévitation mentale. Et on l'a fait. Alors, c'était pas très fonctionnel au début, mais au fur et à mesure, on s'est amélioré et ça a créé un projet qui a tourné un peu partout dans le monde, qui a fait le tour du monde. Donc ça, c'était en 2015. Et après, je pense que la grosse milestone, le moment le plus important pour Mentalista, c'est 2016, au moment de l'Euro de football, justement. Donc, on va reparler sport très bientôt. On sort une installation qui s'appelle Mentalista Foot, où deux personnes peuvent prendre le contrôle d'une balle par la pensée pour pouvoir jouer au foot par la pensée. C'est un carton démentiel. L'installation se fait remarquer, il y a des gens qui testent et tout, il y a plein de médias, il y a plein d'articles qui sortent, et après, bah, c'est le début de Mentalista Foot et qui rayonne toujours aujourd'hui et qui a fait je ne sais combien de fois le tour du monde dans un nombre de pays absolument démentiel. Et cette installation, c'est vrai qu'elle est très amusante de pouvoir conquérir contre quelqu'un pour jouer par la pensée. Hmm. Et comment, enfin, peut-être que là, je vais tout de suite dans le côté deep tech et tout, mais comment vous avez entraîné enfin, comment tu schématises, enfin, comment tu donnes des ordres, enfin, comment tu retranscris les ordres que tu donnes dans ton cerveau et comment tu apprends à la machine à comprendre ces ordres pour pouvoir les retranscrire de manière visible. Alors, Enfin, en fin de compte, nous, notre postulat déjà, c'est qu'on travaille sur l'imagination. On cherche à ce que quand on imagine quelque chose, on puisse utiliser cette pensée comme source d'interaction avec un objet, par exemple. Dans le cas de Mentalista Foot, il faut visualiser dans sa tête le mouvement de la balle aller à gauche ou à droite. Et l'ordinateur, il va analyser en temps réel l'activité électrique du cerveau, en particulier du cortex visuel, parce qu'il y a une électrode qui est mise à l'arrière du cerveau et deux références sur les lobes d'oreille. Donc c'est un dispositif qui est très léger. Et hmm, on va essayer de prédire le moment où la personne pense. Pour réussir à faire ça, ben on a auparavant créé ce qu'on appelle un classificateur d'image mentale. Donc on a enregistré d'abord des personnes qui regardent la balle aller à gauche, puis on leur a demandé d'imaginer dans leur tête le mouvement de la balle aller à gauche. On compare comme ça le perçu et l'imaginé, et on va trouver, grâce à cette comparaison, la signature de neurones spécifiques qui s'appellent les neurones miroirs, qui vont s'activer d'une hmm. façon assez similaire quand on regarde et quand on imagine. Ça, c'est vraiment la base du classificateur. On cherche à détecter la signature mentale sur chaque personne de la balle qui va à gauche ou qui va à droite. On multiplie ça sur un grand nombre d'individus et on finit par pouvoir généraliser sur n'importe qui. Ok, ok, compris. Et du coup, vous l'avez testé en live, c'était quand? Enfin, les premières démos un peu, enfin, avec du public ou du grand public, c'était à quelle occasion que vous avez pu un peu crash tester Bah, du coup, la vraie produit? première grosse démonstration, c'était pendant l'Euro de 2016, sur la fan zone, Ah oui. où on était présent avec un public Donc à enragé à Paris. l'époque, à Paris, ouais. Des gens qui étaient foufous, parce que forcément, c'était une belle époque, et ça a été très très bel événement, c'était un très beau moment à vivre et à partager avec tous ces gens.
Ok, d'accord. Et donc là, c'était ouais. Ok. Donc Euro 2016, t'as que des sur ta fan zone, t'as que des fadas de foot. Euh, et ils l'ont pris comment? Enfin, ça tout de suite, ils sont. Est-ce que t'as eu du rejet au début où ils se disaient un peu What the fuck, c'est quoi ce truc? Où est-ce qu'on va? Ou est-ce que ça a tout de suite fait tilt chez les gens et les gens se sont mis à s'amuser comme des enfants en fait Ah, les gens, dessus, ils adorent, c'est un comme des truc de fous? ouf. Il Ouais. y a personne qui se dit oh non, parce qu'en fin de compte, je pense que ça parle à tout le monde, ce petit rêve d'enfant, de super pouvoir, etc. Et en plus, le fait qu'on le fasse à deux et qu'il y a un duel avec que tu peux faire avec un pote ou en famille et tout, donc ça crée Hmm. un petit challenge croustillant en plus qui donne envie de relever le défi, quoi. Ouais, t'as un petit aspect gamification, un petit Ouais. aspect ludique où tu te dis, ok, petit contest et puis tu peux voir si tu gagnes ou tu gagnes pas. Non, non, je reviens le truc. Par contre, je dois t'avouer, enfin, je trouve ça génial et je vois une tonne d'applications, surtout pour le sport, mais je sais que vous avez d'autres secteurs d'activité, mais ça fait aussi un peu flipper en même temps. Euh, je vais pas parler de Black Mirror nécessairement, mais en gros, c'est que il y a un moment où vous allez être capable de comprendre à quel moment le cerveau fonctionne, ou comment il fonctionne pour lui pousser telle ou telle information, ou en tout cas comment il peut réagir. Euh, euh, Toi, par rapport à ta boîte, ton projet et tout, tu vois Ouais. pas du tout cet aspect-là un peu touchy ou dangereux ou... Bah, en fait, il y a évidemment un sujet éthique, mais c'est d'abord une quête qui est vraiment bénéfique dans la mesure où ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que cette interface, elle est extrêmement inclusive. Tu vois, avec Mentalista Foot, moi j'ai vécu un Hmm. choc énorme, c'était à la Paris Games Week en 2018, où je crois que c'était BFM TV qui avait parlé de nous, il y avait une famille qui avait vu cette interview, et dans cette famille, ils ont une jeune fille qui est enfin, tétraplégique Ah, depuis un plus. bon moment, et ils font 300 km pour venir à Paris et tester le dispositif. Cette famille, elle arrive, ils nous disent, bah voilà, est-ce que Mais notre non. fille, elle pourrait tester de jouer au foot? Bah, on dit, bah oui, bien sûr. Et puis elle joue contre un petit garçon qui attendait là depuis 2 heures, qui faisait la queue comme tout le monde. Et pour la première fois, cette jeune fille, elle a pu jouer à égalité avec un Avec petit quelqu'un. garçon, voilà, avec quelqu'un. Et donc, quand tu vois ça, tu dis, cette interface, c'est incroyable ce Ouais. qu'elle peut véhiculer en fait. Elle remet tout le monde à égalité sans gommer notre personnalité, tu vois. On Hmm. modifie pas le handicap, mais le handicap n'interfère plus dans ton autonomie au quotidien. Donc, t'as vraiment une dimension d'inclusion, Hmm. d'accessibilité pour tous. Même si tu as un handicap, même si tu es en situation de handicap, t'as vraiment cette... ouais. Ok. C'est pour ça que je me dis Ah, c'est cette fort. technologie, c'est incroyable ce qu'elle est en train de changer dans la façon dont on interagit avec le monde. Et puis même pour des personnes euh, qui n'ont pas de problématiques physiques ou d'autonomie, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, au quotidien, on est tous parfois stressés, certains vivent le burn-out. Enfin, bref, il y a plein de sujets qui sont des sujets cognitifs où ce genre d'interface va nous permettre de nous aider, de nous accompagner, de mieux comprendre ce qui se passe en nous. Vas-y, dis-moi. Enfin, là, ça m'intéresse. Enfin, t'as des cas précis. Enfin, tu vois, je vois très bien l'exemple de la petite fille. Il est hyper parlant. Mais t'en as d'autres. Par exemple, bah, tu parlais de personnes âgées, mais est-ce que t'en as d'autres, des exemples ou des cas d'usage précis pour lesquels aujourd'hui on utilise votre solution pour essayer de mieux contrer certaines maladies ou en tout cas certains maux qui arrivent dans le milieu du travail ou dans la société ou autre. Ouais. T'as d'autres cas concrets comme ça? Bien sûr, hein. Voilà, il y a quelque chose sur lequel on est beaucoup sollicité en ce moment, c'est surtout sur tout ce qui est prévention des risques, pour mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue émotionnel dans le corps, que ce soit la tension, le stress, comment l'expérience elle est vécue au travail. Et il y a des super cas, surtout dans les chantiers, dans les personnes qui utilisent des machines qui peuvent être très dangereuses, et dans lesquelles aujourd'hui on n'a aucun moyen de monitorer un malaise, monitorer un état de stress intense et de pouvoir les accompagner. Et ce genre d'outil justement permet de prévenir justement d'une situation de stress intense qui pourrait engendrer un mauvais mouvement sur une machine, etc. Il y a enfin, on le voit, hein, c'est triste, mais il y a des milliers d'accidents tous les ans qui pourraient complètement être évités par ce genre de solution. Et sans aller dans des cas aussi extrêmes, ce genre de dispositif, ne serait-ce que pour le bien-être en entreprise, par exemple, de pouvoir prendre une pause, apprendre à méditer, avoir du feedback par rapport à est-ce que je suis en train de bien méditer, est-ce que je suis en train de bien me reposer, est-ce que mon sommeil est bénéfique, ces interfaces-là permettent d'avoir la possibilité de quantifier en fait cette information-là. Ok, ok, je vois. Et du coup, vous bossez avec des...
aujourd'hui, vous avez des grands acteurs de la santé ou enfin des acteurs publics ou c'est plutôt des acteurs privés qui s'y intéressent pour essayer voir limite en fait c'est peut-être limite des RH en fait aussi Alors, les départements RH dans les boîtes qui seraient intéressés par vos technologies pour leurs collaborateurs. Alors, faut que je rentre un peu dans le détail sur ce que c'est le produit de Mentalista aujourd'hui pour que tu comprennes un peu mieux comment on travaille. Ouais. Aujourd'hui, en fait, nous, on a un écosystème produit qui est à la fois hardware et software. Donc, on a des cartes d'acquisition, des électrodes, des casques et une suite logicielle avec un SDK, des API, etc., qui permettent de bout en Hmm. bout de récolter de l'information cérébrale jusqu'à l'analyse à la fin et le changement d'une interface, le contrôle, le monitoring. Cet écosystème, en fait, on le distribue à des industriels ou à des laboratoires de recherche pour qu'ils puissent soit intégrer dans des produits, soit faire des projets de recherche. Donc nous, on n'a pas vocation à développer des produits en B2C, on va dire, mais on distribue uniquement cet écosystème pour que d'autres acteurs puissent développer leurs propres usages à partir de ce qui serait possible de faire dans les ondes cérébrales. Voilà. Donc, c'est-à-dire Hmm. qu'aujourd'hui, cette technologie, on la distribue principalement à des industriels qui vont l'utiliser pour faire de la recherche, l'intégrer dans des produits, l'intégrer dans le prochain casque de VR, dans le prochain casque audio, et avoir des usages qui sont liés à leurs industries. Ok. Qui sont liés à leur industrie. Et du coup, dans le sport, enfin, si, même si c'est peut-être pas autant développé, j'imagine que tu touches à la fois au côté sports performance, donc dans le sens amélioration de la performance physique ou même prévention des blessures, maximisation du potentiel d'un joueur par rapport à une échéance, à un match hyper important. Et tu dois aussi avoir plus sur l'aspect, je dirais, média, cette quête un peu d'hyper personnalisation, enfin, essayer de mieux comprendre le cerveau ou en tout cas à quel moment tu consommes tel ou tel type de contenu et donc pouvoir être en mesure de mieux déceler les envies ou en tout cas l'environnement du cerveau à ce moment-là pour te proposer le contenu adéquat par rapport à l'instant T, quoi. Ouais, ouais. Bah ça, c'est exactement les deux use cases qu'on a dans le sport. Le sport, c'est quand même une grosse verticale pour nous parce que la performance, bah, c'est vrai que dans le sport, ça a beaucoup de sens, forcément. Moi, j'ai ces impressions qu'on arrive à une sorte de limite un peu de compréhension du corps, de l'amélioration de la performance physique et qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse inconnue qui est ce cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cognitif, qu'est-ce qui se passe socialement. Et ça intéresse beaucoup les acteurs du sport quand on échange avec eux. Et je vais donner un exemple très Hmm. concret parce que on a travaillé avec Alpine l'été dernier pendant le Grand Prix de France Ouais. de, de Formule 1 et on avait justement ces deux use cases qui étaient présents dans un seul et même projet. Le brief, c'était qu'on devait équiper à la fois les fans dans les gradins d'un dispositif avec une casquette connectée avec notre dispositif pour monitorer l'engagement des fans. Et on avait aussi un dispositif qui était équipé sur les mécaniciens dans les paddocks pour mesurer leur performance. Donc ce même Donc en dispositif, parallèle. Donc voilà, en parallèle. ok, d'accord. Ok. Le même dispositif permettait à la fois de comprendre bah, qu'est-ce qui fait réagir les fans et de créer du contenu à partir de ça, de la data Hmm. vis, de l'engagement pour les fans, et aussi pour les mécaniciens de voir bah, à quel moment il y a Il y a du des stress. cohérences, il y a du stress, etc. Hmm. Il en est sorti quoi de ça? Mais en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que on a produit des data vis en temps réel et ça a un peu changé aussi le regard, je pense que l'équipe avait sur ses équipes, etc. Parce que ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'on imaginait un rejet vraiment des mécaniciens de s'équiper, etc., d'avoir un dispositif en plus qui aurait pu être contraignant. Mais en fin de compte, la Hmm. première journée, ils ont testé, la deuxième journée, ils allaient voir sur l'ordinateur pour dire bon bah alors là, est-ce que je suis performant ou pas. Enfin, tu vois, ils voulaient avoir tout de suite le résultat, le feedback. Et en fin de compte, Bon, il y bah a peut-être un biais il y a peut-être un biais qui est que ces mecs-là sont driven par les data et veulent surperformer en permanence et bouffent de la data en permanence pour être sûr de faire en sorte que l'écurie gagne. Donc j'imagine que ça a dû appuyer sur un bon bouton chez eux, quoi. mm. Et du coup, c'est bien la preuve que cette donnée, elle manquait, en fait. Ils en avaient vraiment besoin pour voir cette nouvelle source d'information et qui peut après faire des choix stratégiques, tu vois. Permettre de faire des choses stratégiques. Hmm. Ça, donc ça, c'était dans le paddock, donc côté performance par rapport à une équipe là de F1. Côté fan, c'était quoi? C'était comprendre les émotions ou comment ils réagissaient par rapport aux événements qui arrivaient sur le circuit ou sur ce qui se passait tout simplement dans les gradins, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, on synchronisait. Donc, on avait une quarantaine de casquettes connectées dans les gradins avec un panel de Mm. personnes qui avaient été sélectionnées par Alpine. Et donc, ils étaient équipés et on monitorait ce qui se passait d'un point de vue physio dans les différents événements un peu marquants, début de la course, euh, l'arrivée dans les paddocks, etc., etc. Et du coup, enfin, je sais pas si vous pouvez discloser certaines informations ou pas, mais il en est sorti quoi? Enfin, pour Alpine, l'enjeu, c'était bon, j'imagine un peu de comprendre et de voir quels ont été les moments où il y avait le plus grand d'émotion ou à quel moment ça devait intéresser les fans, ou en tout cas qu'il y avait une alchimie dans le cerveau qui faisait qu'il se passait quelque chose. Euh, J'imagine que le départ, Ah, un accident ou des choses comme ça, ou pas du tout, au contraire, il y avait plein d'autres moments qui étaient particulièrement intéressants. en fait, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Alors après, malgré tout, pour ce qui est de l'engagement, on s'en doute, mais il s'est passé quand même quelque chose pour les fans parce que ce que j'ai trouvé assez bizarre dans ce projet, c'est que les fans n'avaient pas en temps réel l'information de ce qui se passait, enfin des data viz qu'on faisait. Et malgré tout, ils Mhm. étaient très impliqués parce qu'ils se sentaient, voilà, reconnus par la marque et ils avaient envie de partager un peu d'eux, de leurs données avec la Ouais. marque pour pouvoir mieux comprendre, mieux saisir ce qui se passe. Et pour Alpine, c'était quand même l'occasion d'expérimenter, parce que c'est quelque chose qui était très nouveau, qui avait encore jamais été fait par aucune des écuries, et de mieux comprendre, voilà, est-ce que cette donnée, elle peut nous être utile pour mieux comprendre la performance, pour mieux comprendre l'engagement de nos fans, est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que ça Mhm. change dans ce sport-là? Et je pense que moi, la next step est la plus importante, c'est le pilote. Il y a déjà des projets qui ont été faits dans ce sens-là, d'équiper des pilotes et de voir ce qui se passe et ce qu'ils sont attentifs. Mais je pense que c'est un peu l'homme clé. Et aujourd'hui, les casques protègent, mais les casques, ils pourraient protéger et servir de l'information. Et capturer des données, quoi. Mhm. C'est ça. Mais pour toi, quand tu dis c'est le pilote, c'est que dans un monde idéal, c'est-à-dire t'as tous les casques de F1 qui sont équipés de Mentalista et tout. Qu'est-ce que tu en sors, toi? Tu en sors quoi comme données clés Bah, moi, je pense que le plus important, c'est l'attention. À la fois l'attention visuelle, le zone de stress, et de réussir à manager son pilote en fonction des données, de ce qui se passe dans son corps, quoi. Et hmm. donc, c'est une donnée supplémentaire pour les coachs qui sont en liaison temps réel avec lui pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux lui Gérer son parler. politique, sa lucidité, C'est ça, ouais. et tu pourrais adapter ton discours ou adapter ta façon de faire ou proposer un changement ou autre parce que tu sens que là, il y a quelque chose qui se passe au niveau neuronal ou en tout cas dans le cerveau, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, très clair. Voilà, tu arriveras à un stade de maximisation de la performance qui est assez ultime quand même. Je sais pas si tu pourrais, peut-être dans d'autres sports type escrime ou autre, où tu as un Ouais. casque, ou la boxe, tu pourrais peut-être avoir ça. Ouais. Après, tu Mais vois, bon, moi, c'est... ce que je trouve, ce qui est un peu clé, c'est un peu cette gestion de la frustration, parce que dans les différents projets qu'on a fait, qu'on a en contact avec des sportifs de haut niveau, la gestion des émotions, la gestion de je suis en train de perdre ou je suis en train de gagner, elle est quand même extrêmement difficile. Et je trouve qu'il Hum, n'y a pas d'accompagnement vraiment psychologique sur ces sujets-là, de rester neutre face à la défaite ou à la victoire. Et cette frustration-là ou cet engouement, c'est ce qui peut après déclencher une mauvaise série d'actions et d'entraîner une défaite complète, alors que pourtant on aurait pu rattraper le coup ou alors on était bien parti, quoi. Et ouais, ce genre de dispositifs permettent d'avoir cette information. ok. Ouais, non, non, mais c'est, enfin, je vois vraiment l'intérêt d'un point de vue, ouais, performance sportive, comprendre ce qui se passe, surtout que t'es à un niveau, comme tu disais, t'es à un niveau élite, ce qui fait qu'en fait, tu pousses ta machine et ta technologie à un certain niveau. Et donc, du coup, après, tu peux aussi avoir une solution qui peut être plus pour le consommateur de tous les jours, donc plutôt grande masse, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais en train de me demander, quand je t'écoutais, ça peut ressembler à quoi un casque mentalista pour n'importe qui, n'importe quel fan de sport ou fan de je sais pas quoi, qui veut juste, enfin, pour les pilotes de F1, je vois le cas. Ouais. Je me demandais juste quelqu'un qui est chez soi ou même pas qui se balade dans la rue, c'est quoi l'utilité ou enfin c'est quoi les use cases pour toi? Alors déjà sur la question du form factor, ça peut prendre un peu plein de formes. Ça peut être sous une forme de bandeau qu'on va mettre sur la tête. Donc là, j'en ai un dans les Mhm. mains dans lequel il y a 3 électrodes
et qui est un bandeau très léger qu'on va juste porter. Ça peut être intégré dans un objet du quotidien, que ça soit une casquette ou directement dans, par exemple, Hmm. des écouteurs, un casque audio, ce genre de Donc, t'es en dispositif. train de me dire, ça peut être comme une Apple Watch, quoi. Tu t'en rends même pas compte. C'est-à-dire que C'est tu ça. l'as, tu portes une casquette, c'est pas du tout invasif. T'as pas un casque qui te coupe du monde, quoi. Ah non, pas du tout. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Ok, Ouais. ok. Et après, les usages pour la vie de tous les jours, hein, pour moi, ils sont de deux sortes. Le premier, c'est de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. C'est le monitoring. Adapter son stress, ses émotions, avoir du feedback sur ce qui se passe dans le corps. Et ça, dans plein de situations, ça peut être très très bénéfique, hein, dans la formation, dans maximiser sa performance, etc. Donc pour plein de choses, c'est vraiment bien. Et après, c'est aussi pour tout ce qui est contrôle et de réussir, là où les mains sont pas disponibles, où le corps peut pas être engagé dans une action, d'utiliser son cerveau pour interagir. Ouais. Alors ça, je vais y revenir parce que pour moi, ça me passionne. Je sais pas si ça me passionne, mais t'es en train de me parler un peu de quelque chose qui est assez futuristique ou qui semble Ouais. futuristique et donc qui m'intéresse pas mal. Du coup, enfin, le premier cas, je vois très bien. Enfin, pour simplifier, c'est comme je parlais d'Apple Watch ou Garmin ou ce que tu veux. Tu peux avoir un device, quoi, un wearable où ça te dit un peu ton taux de stress. Bref, ça capte un peu tout ça. Là, c'est que tu as une donnée supplémentaire qui est ton cerveau, les interactions, et donc c'est encore plus précis. Et tu vas à un degré supplémentaire pour t'aider à mieux comprendre comment tu réagis, comment tu es à l'instant T, et donc de pouvoir mieux t'adapter à une situation ou à un moment clé pour toi. Donc ça, je vois parfaitement. Par contre, me dire que demain je pourrais, je sais pas, actionner la lumière ou faire bouger quelque chose juste par la pensée, ça j'aimerais bien que tu développes. Je parlais tout à l'heure de Black Mirror, mais j'aurais pu dire aussi c'est Star Wars, quoi. T'es en train de Ouais, me c'est dire que je ça. vais pouvoir devenir un peu Yoda, quoi. Bah ouais, c'est tout à fait ça. Ça, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est un peu ce qu'on fait avec le classificateur d'image mentale, donc de réussir justement de comprendre ce que c'est l'imagination, de modéliser ce que nous on appelle les lettres de l'alphabet mental pour pouvoir contrôler la lumière, etc. Et ce qu'on souhaite à terme, c'est juste, je pense à allumer la lumière, elle s'allume. Et quand tu penses à allumer la lumière, en fait, tu as une activité électrique qui t'est propre, qui est unique sur un instant T, et qu'on va être capable de modéliser, d'analyser, de prédire si oui ou non tu veux allumer cette lumière. Voilà. Mais donc demain, tu penses qu'on pourra, enfin, je me balade avec un casque mentalista et tout, je vais dans ma cuisine, il est 7 heures du matin, je suis fatigué, je vais parler méchamment, mais j'ai la tête dans le cul. Je pense à dire je vais allumer la lumière et ça peut se faire tout seul, sans que j'ai besoin d'appuyer sur le bouton, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et je vais vous dire, hein, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. On peut déjà le faire, comme on pouvait déjà contrôler une balle par la pensée en 2016. Hmm. Voilà. Aujourd'hui, Ok. il y a quand même un gap d'usage à passer qui est difficile à passer parce que c'est quelque chose de très nouveau. On n'a pas l'habitude de porter un casque avec des électrodes, même si ça a la forme d'une casquette, etc. Il y a quand même cette première barrière à franchir, mais Ouais. scientifiquement, aujourd'hui, on a quand même fait des progrès qui sont très très importants et qui te permettent de dire que c'est déjà bien possible et que c'est pas une technologie pour dans 10 ans, c'est une technologie pour dans 2 ans. Aujourd'hui, quoi. Ok. Et donc, enfin, moi, quand j'entends ça, tu vois, je pense aux différentes vagues. Tu vois, il y a 15 ans, enfin, tu vois, l'iPhone venait juste de sortir, je crois que c'est 2007. À cette époque-là, tout le monde te disait, mais jamais, enfin, un smartphone, ce que tu veux, enfin, les gens n'utilisaient pas, ou n'avaient pas l'intention. Maintenant, tu regardes, tout le monde a un portable en permanence, tout le monde, Mm. bon, je vais pas faire un dessin, mais voilà. Tout le Ouais. monde l'utilise. Demain, pour toi, sans aller forcément dans ce qui est un peu le hype, là, le metaverse ou autre, qu'on a aussi pas mal traité nous de notre côté, mais du coup, ça veut dire que l'interaction, euh, avec le réel, mais aussi potentiellement ce digital twin, tu le vois vraiment par le cerveau sans qu'il y ait forcément un device qui soit là, ou c'est encore quelque chose de différent. En fait, moi, si on va au bout de l'histoire, pour moi, la C'est finalité ça un qui peu, c'est m'intéresse, ouais. c'est que tu m'amènes jusqu'au bout de l'histoire de Mentalista, de ce que ça, in fine, parce que ok, je vois la balle, je vois allumer la lumière et tout, mais du coup, c'est demain, tu es en train de me dire que je pourrais potentiellement travailler sur un document juste avec mon cerveau sans que j'ai mon ordi devant moi, sans que je sois obligé de taper, par exemple. Ouais.
Bah, voilà, Donc ça c'est c'est typiquement la fin de l'histoire. Dans la fin de l'histoire, pour moi, il y a plein de use cases. Un des premiers qui est tellement important pour moi, c'est de se dire, bah, je pense, tiens, j'ai une question, quand est-ce qu'a débuté le règne de Napoléon? Et j'ai directement la réponse dans mon cerveau. Pour ça, bah, il faut réussir à que la machine arrive à comprendre, à transformer mon cerveau en du texte et faire une requête sur ChatGPT maintenant pour avoir la réponse sous forme d'audio, par exemple, dans mes écouteurs. Hmm. Ça fait partie des usages qui vont complètement changer notre vie. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit, mais tiens, je me souviens plus de ce que m'avait dit, je sais pas quoi, je pense, et ça va rechercher directement dans mes mails, ça me redonne l'information. Et pareil, demain, je me dis, mais pourquoi j'écrirai encore des mails? Je suis en train de chercher mes mots. J'ai le message très clair dans ma tête, mais impossible de le mettre par écrit parce qu'il y a ce filtre entre le cerveau et les mains. Et peut-être que demain, je penserai juste à la personne et à ce que je veux lui dire. Elle recevra directement l'information en audio dans ses écouteurs. Enfin, il faut se Hmm. dire que, enfin, pour moi, avec cette technologie-là, elle sera donc disponible pour moi dans 2 ans, mais dans 10 ans, le monde dans lequel on vit, ça sera plus le même. Et, enfin, typiquement, peut-être qu'il n'aura plus d'ordinateur, on n'aura plus de smartphone, on aura un dispositif qui nous permet de contrôler par la pensée, d'écouter les réponses, ou voire d'avoir directement l'information dans le cerveau. Enfin, il se passera quelque chose d'autre, quoi. Donc la matérialisation par un device qui est aujourd'hui ton laptop, ton iPhone, ce que tu veux, quelle que soit l'interface qu'on a aujourd'hui pour accéder à l'information, demain, ce sera via le cerveau et tu pourras envoyer directement. Bon, c'est un peu ce qu'on touche un peu du doigt avec des Alexa ou autre, où à un moment c'est l'audio qui a pris la place sur le tapé ou la recherche. On le voit avec Generative AI où je vois un peu les cas d'usage. Mais du coup, il y a quand même des barrières. Enfin, je sais pas si elles sont fortes, mais enfin, je connais pas l'état d'avancement non plus par rapport à ton produit et le state of the art, on va dire, de la technologie à ce niveau-là. Mais j'imagine qu'il y a quand même des barrières fortes sur comment t'entraînes ton modèle pour qu'il fasse le chemin de ma pensée à texte, de texte à audio et de audio à envoyer quelque part à quelqu'un et que ça trouve directement le contact et tout. Enfin, j'imagine qu'il y a tout un prompt à calibrer sur toutes ces étapes et qu'on n'est pas encore là, non? Ah bah pour ces sujets-là qui sont très prospectifs, où là il y a encore beaucoup de travail. Pour dire, je vais te donner un exemple, parce qu'on a une démo qui est assez parlant et qui fait toujours halluciner les gens, où on permet de dire bonjour par la pensée. Donc on a une petite interface sur le web où on demande à une personne de visualiser dans sa tête le fait de dire bonjour à quelqu'un ou d'écrire bonjour. Et on enregistre donc ces données cérébrales. Et après, on lance un classificateur. Et on demande à la personne de se remémorer ce qu'elle vient d'imaginer. Donc, elle ferme les yeux, généralement, puis elle imagine, voilà, s'il avait dit bonjour à quelqu'un. Et il y a une voix de synthèse qui dit bonjour. Bah, ça, c'est vraiment la première brique qui montre comment aujourd'hui on pourra imaginer ce futur où on pourra avoir une série beaucoup plus complexe de mots, voire de tout l'alphabet, de tous les mots possibles, et de réussir à créer une question entière pour pouvoir après interagir avec d'autres API. Mais après, le plus dur, c'est vraiment de Mm. comprendre ce qui se passe dans le cerveau et comment on peut interagir. Après avoir la réponse et transformer ça en audio, ça c'est extrêmement facile. Ça, c'est facile. Ok. Ah non, non, je vois bien. Mais dans la manière dont tu le dis, j'aime bien. Après, je sais pas si je me fais l'avocat du diable, tu vois, mais là, c'est clairement, tu sais, l'être humain, il est dans le contrôle, il est dans le driving seat. C'est lui qui décide et qui dit, OK, bah, voilà, je veux écrire à Pierre, je veux lui dire information ABC, envoie le message. Enfin, c'est très clair, tu vois, t'es dans le contrôle, je vois très bien. Dans ma tête, je suis en train de me dire, le rêve de tout industriel ou de toute personne, c'est de se dire à quel moment je te push telle ou telle information, parce que je sais que j'ai 2, 3, 4 fois plus de chances d'avoir un taux de transformation et que soit tu cliques, soit que tu achètes, soit que je t'encourage à certaines, enfin tout ce qui est behavior science. Donc tu vois, Mhm. tout ce qu'on fait très bien les réseaux sociaux à un moment d'avoir des notifications, d'avoir des likes, de pousser du contenu qui fait que tu vas revenir, de pousser à certaines choses. Je me dis qu'avec ta technologie, ou en tout cas avec une compréhension encore plus fine du cerveau à ce niveau-là, ça veut dire que je sais à quel moment potentiellement t'es triste ou tu vas pas bien, et donc je te pousse rien. Par contre, si à un moment il y a de l'euphorie, il y a quoi que ce soit, enfin si je schématise, j'ai plein de dopamine ou parce que je viens de courir ou parce que je viens de faire une activité ou que je suis dans un moment social particulier,
bah, je vais avoir d'autant plus du push ou des choses qui vont arriver parce que je serai 2, 3, 4 fois plus enclin à soit consommer, soit avoir ce type d'action qui fait qu'on va me pousser certaines propositions, tu vois. Ouais. Et la question Après, du libre arbitre derrière ça, enfin, je réfléchis à voix haute en même temps que je t'entends, où je me dis, ouais, c'est génial, et en même temps, il y a plein d'opportunités, et avec ça, il y a plein d'enjeux qui viennent avec, quoi. ouais. Ça, tu vas être déçu, mais ton système dopaminergique est déjà contrôlé par justement ce que tu disais, hein, les réseaux sociaux, les pubs que tu as partout, etc., qui savent très bien quelle image te montrer pour te donner l'envie d'acheter, etc. Mm. Ça malheureusement, ça existe déjà. Et le cerveau apporte peut-être d'autres informations, mais moi, je trouve qu'au Ouais, ouais, contraire, ça, je sais que ça existe, mais t'as pas peur que ça ait un cran supérieur? Enfin, bah, ou en que fait, ce... ce qui est intéressant, c'est que si demain on est dans une interaction unique avec le cerveau, on n'a plus d'écran. Donc déjà, s'il y a plus d'interface graphique, il y a plein de ces sujets-là qui vont disparaître parce qu'on pourra pas te pusher de l'information visuelle à tout va, de la Mm. pop-up, de la pub avant que tu regardes une vidéo, etc. Du coup, ça pourra plus exister vu que tu passes uniquement par le cerveau. Après, le sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de t'envoyer de l'information dans le cerveau pour pouvoir te contrôler? Mais là, j'espère quand même que les États prendront ce sujet au sérieux et légiféreront sur ces sujets qui sont plus que des sujets éthiques. Tu vois, donc là, bah, pour moi, Mm. c'est un sujet technologique. Se dire c'est possible, ce sera probablement possible. Après, le fait que ça soit probable, pour moi, c'est complètement improbable. Je vois pas quel État pourrait laisser faire des entreprises qui feraient des choses pareilles. Ça me paraît tellement horrible. Ouais. Ok. Ouais, mais oui, oui, je vois bien. Après, c'est la question d'être, quelles personnes sont en mesure ou pas. Mais sur ce que tu viens de dire là, euh, du coup, pour toi, ça, vu qu'il y a plus enfin, tu vois, pour que nos auditeurs, enfin, je réfléchis aussi à votre, comme je disais, mais pour que nos auditeurs aussi comprennent, c'est-à-dire que demain, il y a plus d'images, on passe par le cerveau, ça veut dire qu'on renforce, enfin, on renforce la créativité, la pensée, je vais pas dire le laisser aller, mais ouais, la divagation dans le cerveau et les images qui viennent, ou, enfin, et ça se concrétise comment? Enfin, ça veut dire que demain, je pense, je me dis, tiens, j'ai envie d'être livré où je veux un pain au chocolat comme ci, comme ça, directement, on sait que ça va le trouver. Enfin, tu vois, d'aller le plus Non, loin possible. je pense que c'est surtout sur des sujets très spécifiques que ça va changer des choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'es avec quelqu'un, tu dis tiens, j'ai pas pensé à ça, il faut que je prenne mon téléphone, etc. C'est extrêmement mal poli d'arrêter une conversation. On n'est pas du tout multitâche aujourd'hui. Tu vois, il y a cette grosse problématique où il y a plein de choses qui nous arrivent, on peut pas tout faire en même temps, on est dans un contexte social un peu particulier. Et je me dis, Hmm. ce dispositif-là permet de fluidifier tout ça. Demain, enfin moi je me dis tiens, j'ai besoin d'aller à Nantes, il faut que je prenne le train. Bah voilà, ça y est, c'est fait quoi. Tu vois, je l'ai pensé. Je me suis connecté à l'API de la SNCF, l'API du comparateur de prix qui a comparé le bon prix par rapport à mon agenda, et voilà, c'est fini quoi. C'est plutôt un outil qui va nous simplifier la vie et qui va nous permettre de nous révéler d'autant plus qui on est, de profiter de ce qu'on est en tant que personnalité humaine, et non pas de passer des heures à aller chercher sur Google telle information et ne pas la trouver, que d'aller sur le Hmm. site de la SNCF et s'énerver parce qu'on a oublié son identifiant de son passe jeune pour avoir la réduction des moins 50% parce que ils sont pas foutus de s'en rappeler. Enfin bref, toi, il y a plein de trucs comme ça qui sont très énervants dans notre vie quotidienne où tu te dis les interfaces, elles sont Ça sent vraiment le vécu nazes. là. Ah non mais ouais, ça sent le vécu de ce matin. et, et moi je trouve que, enfin des interfaces quotidiennes, elles sont horribles. Elles sont pas adaptées à nous, à notre corps, à l'humain. Et si on arrive à Du coup, créer ouais. quelque chose qui change ça, c'est que bénéfique quoi. C'est que bénéfique. En tant qu'autant, je m'imagine un super humain. C'est un superhuman, super productif. Bah en Tu fait je vois. pense que Alors, c'est autant le truc que tu disais dans fluidifier les échanges et tout, je suis totalement d'accord. Et il y a des fois où je suis dans des réunions et j'aimerais faire plein d'autres choses, où je pense à plein de trucs et si ça pouvait être fait en parallèle, ce serait génial, quoi. Mais du coup, je me dis, en fait, tu te transformes en super humain, quoi. Bah en fait, moi j'ai une vision un peu à la fois très un humain qui se reconnecte vraiment à son environnement, qui fait disparaître un peu toutes ces contraintes de se connecter sur Zoom, d'envoyer des mails, etc. Tout ça disparaît. Donc t'es vraiment face
bah tu relèves la tête et tu dis tiens, je suis dans un bel espace, je profite de l'endroit dans lequel je suis et des gens avec qui je suis, au lieu justement de t'enfermer dans cette espèce de sphère digitale qui enferme notre cerveau sur des interfaces qui sont mal conçues, quoi. C'est pas Mmh. c'est pas un super humain, c'est un humain qui est plus reconnecté à son environnement, à l'endroit dans lequel il vit, avec les gens qui l'entourent, et qui se déleste justement de toute cette charge ultra technologique qui est pas très humanisante. Ok, ouais, donc du coup, tu recrées, enfin, tu remêles, tu recentres l'humain, quoi. T'as vraiment cet aspect social et tout. Mais en même temps, dans ce que tu dis, tu vois, je me dis, enfin, je l'entends totalement et je suis un des premiers, tu vois, à multitasker, à être sur enfin, sur des écrans, sur tout ça et à m'enfermer dans ce monde-là. Et tant mieux si j'arrive à en sortir, mais je me dis, comment je peux être en présence? Enfin, tu vois, j'ai ta casquette avec mes électrodes et tout. Je suis en présence avec les gens parce que je sais pas, je suis dans un bar ou dans un parc et je m'amuse bien avec mes enfants ou avec mes amis et tout. Mais en même temps, tu vois, je reçois un message ou un truc parce que je sais pas qui, alors c'est peut-être pas via Slack, mais quelqu'un me dit t'as pensé à faire la presse, je sais pas quoi, ou il y a un mail qui vient d'arriver et il y a telle conférence machin, t'es invité, c'est à Nantes, c'est le 20 mars et tout. Du coup, forcément, même si je suis sur l'instant présent, je vais dire dans mon cerveau, ok, ça m'intéresse. Est-ce que le 20 mars, alors ça va tout se faire tout seul entre guillemets. J'imagine un truc où ce que t'expliquais, tu vois, ça vérifie ton calendrier, ça vérifie plus ou moins la, l'intérêt pour la conférence à laquelle t'es invité. Ça, si dans ta tête tu te dis, ok, mon créneau est libre, ok, c'est là, ok, je peux limite prévenir la babysitter et ça fait sur SNCF et tout, bah très bien parce qu'en fait, du coup, tout est fait et je diminue mes tâches, quoi. Enfin, j'ai moins de temps à m'occuper de tout ça, mais en même temps est-ce que je suis toujours en présentiel avec mes amis ou mes enfants dans le parc, ou est-ce que mon cerveau il est quand même là-dessus en train de gérer ça, ou est-ce que c'est une partie où en fait le cerveau est tellement fort que tu t'en rends pas compte, il fait ça dans le back-end et toi tu peux vivre comme ça Non, mais quoi. après, c'est comme un peu ce qui existe aujourd'hui. Tu peux aussi séparer un peu les différents espaces-temps de ta journée. T'es pas obligé Hmm. d'écouter tes mails quand t'es dans un bar avec tes amis. Tu vois, Ouais, ouais. pour moi, c'est plutôt là le sujet. Et comme c'est un sujet qui est déjà un sujet actuel, est-ce que quand tu profites avec tes amis, est-ce que t'éteins pas ton téléphone ou est-ce que tu n'arrêtes pas juste Gmail pour plus recevoir certains mails, etc. Enfin bref, ça c'est plutôt un sujet Hmm. d'écologie par rapport à soi-même et de la place qu'on laisse justement au monde numérique qui va nous envahir. Mais pour moi, c'est pas un sujet qui impacte les interfaces cerveau-machine. C'est un sujet vraiment global Hmm. de comment on interagit avec ce monde numérique. Ouais. Ok. Moi j'avais en t'écoutant là tout à l'heure. Tu parlais, c'est pas un sujet pour dans 10 ans, c'est pour dans 2 ans et que la technologie se fait aujourd'hui. Par contre, tu avais un point aussi, c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est le côté mass adoption. Mhm. Ce que tu dis là, bon, moi je suis plutôt, entre guillemets, peut-être convaincu ou peut-être un de tes early adopters, ou en tout cas ça me fascine et ça m'intéresse. Et je me dis qu'on va aller dans cette direction, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Euh, mais je me dis qu'il y a quand même une grande majorité peut-être de la population pour qui ça fait peur. Enfin, on le sait, le changement, les nouveautés, au début, les gens, ils ont peur, ils veulent pas. Du coup, pour toi, alors je sais pas si tu as nécessairement envie de convaincre, mais comment tu t'y prendrais ou qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un pour l'encourager, soit à utiliser le produit, soit juste à essayer, quoi. Bah en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'est-ce que ça m'apporte. Si je porte un casque qui me sert à rien, bah je le mets pas. Hein, ça c'est nul, c'est nul. Par contre, si ça change concrètement ma vie et que ça m'aide au quotidien, bah forcément c'est un outil que je vais utiliser. Donc pour moi, c'est vraiment une question de à quoi ça sert. À quoi ça sert? Est-ce que ça a le potentiel de changer ma vie, de l'améliorer? Donc ça, c'est vraiment le sujet. Et aujourd'hui, de ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils ont envie de découvrir ce que c'est. Il y a quand même une attirance. Il y a personne qui nous dit « Ah non, je veux absolument pas tester, ça me fait trop peur ». Il y a des gens qui se posent des questions. Et ce qui est normal, et heureusement, il faut quand même se demander comment ça marche, pourquoi c'est possible, qu'est-ce qu'on pourra en faire demain. Et ça, heureusement, les gens se posent la question. Et après, quand on les met face, par exemple, à un mentaliste à faute, bah, tout le monde se dit, bah, allons-y, testons, voyons en fait dans quel Jouons, monde on quoi. vit.
Ouais. C'est ça. Et en fait, ce Ouais. que j'aime bien, c'est que généralement, quand on parle, les gens ils se disent, OK, bon, c'est complètement délirant cette technologie. Et dès qu'ils vont tester, ils se disent, ah merde, mais en fait, c'est ça. Là, je vis dans ce monde-là aujourd'hui. Enfin, tu vois, les gens ils se disent, mais waouh, quoi, c'est ça le monde, quoi. Et ça me rend, enfin, moi, ça me rend dingue quand je vois les gens réagir comme ça. Non, c'est clair, c'est hyper intéressant. Mais du coup, c'est une des meilleures conclusions parce que ton produit, et j'étais en train de me dire, mais par un podcast, c'est super dur de le faire comprendre comme tu le Ouais. disais. Alors que là, t'as envie de dire aux gens, mais en fait, bon, vous venez d'entendre ça, oubliez, oubliez tout ce que vous venez d'entendre, juste allez essayer, quoi. Testez le produit, mettez-le et essayez de découvrir les applications concrètes pour vous, quoi. Ouais. Bah, c'est ça. Du coup, en général, je vois l'heure qui tourne et je veux pas non plus te mettre dans la mouise par rapport à tous tes autres rendez-vous. On aime bien finir un peu notre podcast avec des recommandations. Ouais. Du coup, je sais pas si c'est quelque chose que tu as envie, soit un livre, un film, une série. En général, Ouais, voilà, ouais. ça tourne autour de ces médias-là, mais je sais pas si c'est en lien nécessairement avec Mentalista ou si c'est même pour donner à voir autre chose pour les gens. S'il y a un livre qu'on a lu justement pour l'interface cerveau action, enfin des choses comme ça. Je suis assez preneur moi-même si tu as Ouais. deux trois recommandations, quoi. Bien sûr, hein. En fait, dans la littérature, moi, il y a un auteur qui m'a énormément marqué, qui s'appelle Edgar Morin, qui est un sociologue, et qui développe un concept, pardon, qui s'appelle la complexité. Et il a rédigé un livre qui s'appelle La complexité humaine. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que la complexité, c'est un peu une autre façon de voir le monde. La complexité, c'est une façon de voir le monde où, quand on est sur un projet, on voit pas juste l'environnement du projet, on voit aussi tous ses tenants et ses aboutissants. Ses tenants politiques, écologiques, techniques, technologiques et tout ce que ça peut changer. Et en fin de compte, l'idée de ce livre, c'est justement de nous ouvrir quand on regarde quelque chose et qu'on a juste le regard entre le rapport entre cette chose et nous-mêmes, que ce soit un projet, une relation humaine, un objet, etc. On n'arrive pas forcément à s'ouvrir et voir tout ce qu'il y a eu autour, tout ce qui Hmm. a pu le faire en sorte qu'il soit là, le fait que soit si c'est un objet que je l'ai acheté, si c'est une rencontre de comment on s'est rencontrés. Et en fait, ce livre permet justement au fur et à mesure de s'ouvrir et de mieux comprendre dans nos relations humaines, dans nos relations au monde et dans nos relations aux objets, qu'est-ce qui fait qu'on est là, tous ensemble, Ouais, socialement. la C'est ça. densité des choses. Hmm. Voilà. Et donc de Ouais. plus voir en fait une relation bidirectionnelle, mais une relation complexe entre tous les sujets dans le monde qui se regroupent parfois entre juste une relation entre l'humain et le verre d'eau qu'il est en train de boire. Voilà. Et c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est très difficile à lire, mais que je recommande vivement. Et pour changer peut-être, Edgar Morin, La complexité, alors. Ok, je ouais, me le note. Edgar Morin, Je me le Complexité note. humaine, ouais, un livre que j'adore. Ok. Et peut-être un film aussi, parce que je l'ai trouvé tellement sous-coté alors que moi il m'a bouleversé. C'est un film qui est sorti, il me semble, l'été dernier, ouais, fin de l'été dernier, qui s'appelle Everything Everywhere All at Once. C'est une petite famille qui tient une laverie avec un homme qui cherche à se séparer de sa femme, donc une vie un peu morose, pas très joyeuse, et le mari de cette femme en fait revient d'une dimension parallèle. Il s'appelle l'alpha du nom de son mari. Je vais pas tout raconter parce qu'après je vais trop spoiler. Et en fin de compte, Spoiler alert. il lui ouvre les yeux sur le fait que la vie qu'elle a aujourd'hui dans des univers parallèles, elle en a eu plein d'autres. Dans un univers parallèle, elle était une grande sportive. Dans un autre, bah, malheureusement, elle est décédée. Dans un autre, elle est devenue une grande actrice, etc. Et qu'en fin de compte, si dans cette vie-là, tous ses rêves ne se sont pas réalisés, en réalité, dans son imaginaire, parce qu'en fin de compte, ce que Hmm. dit ce film, c'est que les mondes parallèles, en fin de compte, c'est sa pensée, bah, que dans sa pensée, en fin de compte, tout s'est réalisé. Voilà. Et c'est un très très Ok. beau film, en fin de compte, qui parle des interfaces cerveau-machine d'une certaine façon, et de la fin de cette histoire, et qui met un peu le cerveau au centre, sans jamais parler de technologie, et c'est ça que j'ai adoré. Voilà. Ouais. Ouais, enfin, je vois bien le lien avec Mentalista, du coup. Enfin, par Ouais. rapport à ce que tu racontes là. Un film vraiment Euh, démentiel.
Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire, Mentalista, ou à travers ce film, tu peux te dire qu'il y a quand même 90% du cerveau peut-être qui est encore inexploré ou qu'on comprend pas encore très bien, donc ça pourrait Ouais. être encore plus intéressant. Bref, je divague. Allez, laisse-moi juste te poser une dernière question parce que je Allez, craque et je sais qu'on a encore 2 minutes. Ça va être court. J'aimerais juste que tu me dises un peu ton ressenti sur ta journée entrepreneuriale. Enfin, j'adore rencontrer des ouais. fondateurs de boîtes, startups et tout. En général, c'est un roller coaster et puis bon, on a tous les images un peu données. Mais toi, c'est quoi si tu dois un peu dire à ton annonce ton ressenti. Enfin, ça fait maintenant 6 ans. Enfin, 2017-2023, c'est beaucoup. Tu t'as aimé, tu recommandes, pas nécessairement. Ouais. C'est quoi ta vision sur être fondateur, l'entrepreneuriat, ce que Ouais, ça t'a bah, amené depuis 6 ans? je vais être très biaisé parce qu'évidemment, je recommande à tout le monde. C'est une expérience humaine qui est très excitante, qui est très difficile et en fin de compte, cette difficulté, bah, c'est formateur. Je pense que, enfin, je vois ce que m'a permis de faire cette aventure entrepreneuriale à 28 ans. Bah, il y a aucun autre métier en salariat qui m'aurait pu m'apporter ça. Voilà. Je trouve que ça m'a fait Hmm. énormément grandir, ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait développer des projets dont je suis extrêmement fier, développer des technologies de rupture qui n'auraient pas été possibles autrement si j'étais seul dans mon garage entre guillemets. Et donc, il faut savoir que c'est très dur. Voilà, au quotidien. Voilà, il y a des gens qu'il faut gérer, il faut comprendre leurs problèmes, il faut les aider. Il y a des salaires à sortir tous les mois et donc parfois ça peut être stressant de se dire bon bah voilà, il faut sortir des sommes qui sont délirantes, qui correspondent parfois à ce que les gens gagnent en une année, qu'on sort parfois en quelques jours. Et donc ça, faut être prêt à tout ça. Et en fait, compte il faut y aller, il faut prendre des risques, il faut rester lucide aussi, et donc il faut savoir bien s'entourer. Je pense que c'est surtout ça le plus important. Je pense que j'ai pu être ici sans toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit les cofondateurs, mes employés, des clients, ma famille, voilà, même les amis qui sont toujours là Hmm. autour, qui essaient de comprendre et de te dire, bah non, mais là tu te débloques complètement. Et c'est un peu une aventure humaine. Et j'ai l'impression, en fin de compte, c'est comme un peu vivre la vie en accéléré. La boîte, c'est un peu vivre. Tu nais le jour où la boîte se, se, se crée, et puis tu sais pas trop quand tu vas mourir. Et la mort, elle peut être triste comme elle peut être heureuse. Donc on sait pas trop. Hmm. Donc c'est très excitant. Ouais. C'est vraiment une Et tu aventure que vis je recommande. différentes phases de ta vie en tant que bébé, puis adolescent, une fois que ça mature, et puis après, tu C'est vois, ouais. ça. Tu vois, tu, Ok, tu vis non, tout, tu vis tout j'aime bien ça, mais l'image. très très rapidement. Dans un espace-temps accéléré en x2 ou x3. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Toi, moi, D'accord. moi, j'ai 28 ans, mais dans ma boîte, j'ai l'impression d'avoir 45, tu vois. C'est bon pour la retraite à 64, quoi. Ouais, c'est ça, j'y arrive bientôt. Ouais. Ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour Merci cette belle beaucoup, Jodo. réponse. J'ai beaucoup apprécié. Merci Bastien. Au plaisir de t'avoir. Vraiment, c'était un podcast différent que j'ai adoré. Donc Trop bien. merci pour ton temps. Et puis j'espère que on pourra voir Mentalista bientôt. Et j'ai hâte moi-même à titre perso de pouvoir essayer. Je t'avoue. Eh ben, Donc n'hésite merci pas à encore. passer. Merci à Merci à toi. toi. Salut. À tout. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le corner.